Voilà, très bien. Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. Voilà, comme vous le voyez, bon, il y a de la neige, pas beaucoup finalement, mais quand même suffisamment assez pour faire qu'il n'y ait pas grand monde en présentiel. Donc, du coup, on se trouve ici tous réunis grâce au miracle technologique et c'est très bien aussi ainsi. Parfait. J'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà, Olivier fait un grand hochement de tête, donc c'est bon signe, ça. C'est parfait. Voilà, super. Très bien. Alors, je vais juste vérifier. Ok, parfait. Voilà. On va commencer par prise de refuge, développement de l'esprit de l'éveil. Toujours, bien sûr, c'est fondamental de se placer dans la juste motivation et de placer la pratique aussi, bien sûr, dans la juste motivation et qui consiste à vouloir réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. Réaliser l'éveil, c'est vraiment aller vers notre nature, hein. C'est pas autre chose que ça. Alors évidemment, en même temps, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est très bien, parce que comme ça, on n'a pas trop d'idées fixes, si ce n'est cette réalisation du Bouddha qui nous permet d'être certain que quelque chose peut être réalisé. Alors, un quelque chose, comme lui-même il le dit, au-delà de l'être, non-être, ni non-être, ni être, ni non-être. Donc, un peu compliqué de l'appréhender, parce qu'il n'y a rien de saisissable, et pourtant, quelque chose est réalisable, et ce quelque chose est certainement ce quelque chose au-delà de la confusion, au-delà de l'ignorance, sans aucun doute. Quelque chose qui est derrière le personnage, qui est même la nature fondamentale, essentielle du personnage. Bon voilà, c'est une forcément grande quête, impossible à résumer comme ça, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que dans le souhait, le fait même qu'on n'arrive pas à saisir nous oblige peut-être, ou en tout cas nous invite à faire un souhait largement plus vaste, plus grand que nos représentations. Et du coup, on peut inclure dans ce souhait tous les êtres. C'est vraiment le souhait, puissent tous les êtres atteindre l'éveil, et puissais-je atteindre moi-même l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et du coup, on peut, j'ai presque envie de dire, s'en donner à cœur joie, parce qu'il n'y a pas de limite dans ce souhait, et ça nous permet de nous placer au-delà de la volonté de vouloir obtenir quelque chose d'une manière immédiate, d'une manière particulièrement tangible. Et ça peut avoir beaucoup de sens en fait. Donc on peut réciter ensemble, si vous le souhaitez, cette prière de refuge et de développement de l'esprit d'éveil. O sangye chudang tsoge chonam lai chanchum pradu dane jasoji. Dage jenso ge pe sunam ge rola penchire sangye drum sho. Puis les quatre illimités, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité illimitée. Semchen tamche dewa tang dewe ju tang den parai juroji. Dungal tang dungal ke ju tang jal warai juroji. Dungal me pe dewa tang pa tang mendel warai juroji. Nyering jadang nyedang chalwe tang nyam. Chenpo lana parai juroji. Puis cette prière au maître spirituel pour en recevoir la bénédiction. Ce qui nous permet d'ailleurs de la recevoir, c'est cette dévotion que l'on développe à l'égard de ce qu'il peut représenter. Palden tsawe lama rinpoche dage je wurampe meden chola kaden chenpe gane je sunte kusung tunge ngadrom tel to sol. Voilà. Voilà pour ces prières qui nous introduisent à cette pratique profonde du calme mental. Rappelons-nous peut-être que le calme mental, c'est, si on prend le Dagpo Targen de Gompopa, on voit le chapitre sur Samten, c'est-à-dire la stabilité mentale. Il y a différentes manières de parler d'ailleurs de calme mental. On peut en parler comme Shiné,
On peut en parler comme samten. Shine, c'est shiwarenepa, c'est la pacification et demeurer dans la pacification. Pacification, bien sûr, des émotions perturbatrices. Mais on retrouve aussi le terme de samten. Samten, sam, la pensée, et ten, la stabilité. Donc la stabilité mentale, en fait. Donc deux synonymes, quasiment, mais qui nous indiquent, par exemple, je parlais de Gampopa, qui nous indique l'importance de développer ce calme mental afin de pouvoir, à partir de là, développer la sagesse. Car en fait, cette qualité de calme mental, c'est ce qui va nous permettre de faire se manifester nos qualités inhérentes. Quand on dit la sagesse ici, c'est pas la sagesse discursive. En fait, c'est la sagesse qui découle de l'observation de la situation de l'esprit. C'est la sagesse dans le sens de la vacuité, c'est-à-dire dans le sens de la compréhension profonde de la nature des phénomènes et de la conscience. Donc voilà. J'ai oublié de prendre mon petit bol, donc je vais juste me lever pour prendre le petit bol, comme ça on aura un ding qui sera bienvenu pour autant que je le retrouve, parce que là je suis finalement... oui, juste 2 secondes, ça sera pas mal pour rythmer la pratique. Rappelons-nous aussi des points essentiels de la posture du corps, hein, lune-nez, les points clés de la posture du corps, qui sont surtout la colonne vertébrale bien droite. Après, les jambes, on fait ce qu'on peut, mais la colonne vertébrale bien droite, ça c'est vraiment très important. On peut parler aussi du regard. On peut toujours tenter le regard ouvert ou le regard fermé, voir si ça a une incidence sur l'esprit. Manifestement, ça en a une. Et ça fait partie des 7 points de la posture classique. On parle aussi des épaules qui sont ouvertes, donc faire attention de ne pas être courbé, voûté, ça peut avoir son importance. On parle de rentrer le menton pour favoriser la colonne vertébrale bien droite. Voilà quelques points essentiels. On pourrait aussi mentionner les lèvres légèrement entrouvertes et puis la langue collée contre le palais. Ça fait aussi partie de ces instructions clés. Et pour l'esprit, eh bien, principalement, c'est d'être dans cette attitude où on ne va pas vouloir saisir quelque chose, rejeter quelque chose. On parle de cet au-delà des 3 temps, c'est-à-dire on ne va ni revenir au passé, ni anticiper le futur, ni chercher à saisir un présent, mais ce qui veut dire aussi d'observer comme quoi et combien nous sommes conditionnés à partir dans ces références liées aux 3 temps. Donc ne pas se référer aux 3 temps, finalement c'est quelque chose de très difficile pour nous, mais parce qu'on n'arrive pas à penser autrement qu'en rapport à ces 3 temps, évidemment. Mais du coup, l'instruction, elle nous est utile pour nous voir le faire, comme très souvent ces instructions d'ailleurs. C'est surtout nous permettre, comme quand on parle de non-distraction, d'observer aussi la distraction. Dire placer l'esprit quelque part, c'est l'observer vouloir bouger. Mais il ne s'agit pas non plus d'être coercitif, hein, comme s'il fallait empêcher l'esprit de bouger. Mais à partir du moment où on se place dans l'intention, et on place l'intention première au moment de rentrer dans la pratique, en se disant, tiens, je vais poser l'esprit, soit sur un support, soit en rapport à la présence, parce que les deux peuvent se faire, bien sûr. Il y a cette intention de départ, donc placer l'esprit quelque part, d'une manière non distraite. Et à partir de cette instruction, on pourrait dire comme la mesure est talon, c'est-à-dire qu'on va observer le mouvement de l'esprit par rapport à cette intention première que l'on place. Et donc tout mouvement de l'esprit n'est pas à proscrire, c'est pas ça, mais c'est nous rendre compte peut-être, nous faire nous rendre compte de ce mouvement, et donc revenir à cette stabilité. Mais encore une fois, c'est pas la stabilité pour la stabilité, c'est vraiment la stabilité pour la sagesse. C'est-à-dire que comprendre ce paysage intérieur, la nature même des phénomènes mentaux, c'est accéder à la sagesse. Et la sagesse
n'étant rien d'autre que la vacuité. N'oublions pas non plus, même si l'articulation n'est pas facile à faire, mais que la sagesse, la compréhension et d'autant plus la réalisation de la vacuité mènent à la compassion, l'amour et la compassion sans objet. Et c'est normal parce qu'en fait, dès lors que l'on réalise la méprise, méprise de la saisie d'un jeu comme existant, méprise de la perception des phénomènes comme existants eux-mêmes d'une manière permanente, etc., dès lors qu'on réalise les méprises et que l'on réalise les souffrances qui découlent des méprises, l'amour et la compassion surgissent. Donc en fait, la réalisation de la vacuité mène naturellement à l'amour et la compassion. Elle en découle en fait. Voilà, juste quelques instructions en guise de rappel, mais surtout pour nous placer dans la pratique, pour nous y encourager, et peut-être aussi pour nous donner des points de repère en cours d'exploration. Revenir sur ces fondamentaux. Étant donné que le corps même ou la richesse même de la pratique ne viendra pas de la variété infinie des instructions, mais surtout de la variété infinie des expériences qui sont vécues à la lumière de ces instructions. Voilà.
Une petite pause, avec toujours cette idée que de courts moments, bon, un quart d'heure, ça peut être 20 minutes, mais assez nombreux pour garder toujours cette qualité de présence, cette fraîcheur, on pourrait dire aussi. Et puis dans ces moments de pause, on peut toujours interagir, hein, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions à poser, une précision, une nécessité de précision, n'importe. N'hésitez pas. Peut-être en tout cas une précision sur cette idée de sagesse. Le principe est toujours à peu près le même, c'est-à-dire que l'on aborde les instructions de la stabilité mentale ou de Shine Mahamudra, Shine Shaktung Mahamudra. Il y aura toujours cette idée que le, c'est la stabilité mentale qui permet le développement de la sagesse. Pourquoi? Parce que ce qui se stabilise, c'est, on pourrait dire, l'esprit au sens très large. Et ensuite, Shaktung, la vision supérieure, c'est toujours la possibilité, alors, du fait de ce calme mental, la possibilité que le calme mental offre d'observer la nature de cela même qui s'est posé. Donc c'est toujours un peu la façon dont ce sera approché avec ce site particulier qu'on retrouve peut-être ailleurs, mais dans la pratique de la lignée Kagyu, on aura tendance à combiner Shine et le Shaktung, c'est-à-dire à associer le calme mental avec la vision pénétrante. Et c'est une façon d'assez rapidement, en fait, mêler les deux, plutôt que de passer euh, par, on pourrait dire, une pure stabilisation ou pacification de l'esprit, et ensuite seulement. Pourquoi? Parce que finalement, la, la non-stabilisation de l'esprit est assez vite considérée comme intéressante à observer. Alors, évidemment, c'est pas tout simple, parce que l'observer, souvent, ça peut être compris comme une forme d'analyse. Alors, c'est pas le cas. Le but, c'est pas d'analyser les situations de l'esprit, pas du tout. Mais si on arrive à être conscient, et c'est pour ça que le développement de la présence est intéressant, si on arrive à être conscient des mouvements de l'esprit, du fait même de la conscience, il peut déjà y avoir de l'observation, même si l'esprit bouge, on pourrait dire. D'ailleurs, dans les instructions sur Shaktung, Vipassana, il y aura des instructions telles que observer s'il y a une différence entre l'esprit stabilisé et l'esprit en mouvement, pour voir si sa nature est différente. Parce qu'au départ, évidemment, on différencie. C'est logique, on différencie un état en le qualifiant. Mais du point de vue de sa nature, pas certain qu'on puisse l'identifier de cette manière-là. De la même manière, vous vous rappelez peut-être l'instruction où l'on se demande à quelle distance est l'arbre. Hein. C'est une façon aussi d'interroger. Alors après, la difficulté, c'est que l'on peut être tenté d'interroger mentalement, d'en faire un exercice intellectuel, alors que finalement pas. On reste dans l'instruction qui invite à expérimenter. Voilà, simplement. Rappelons-nous aussi que ce qui est au cœur de tout cet exercice, c'est toujours Tenche en tibétain. Tenche, c'est l'attention vigilante, mais Tenche, c'est Tenpa et Shishin. Ces deux mouvements, à la fois le souvenir, hein, Tenpa, c'est-à-dire qu'on se rappelle, c'est dans le sens du rappel, on se rappelle que nous sommes là, on se rappelle que nous sommes par exemple en train de vouloir poser l'esprit sur un support, par exemple le va-et-vient du souffle, hein, c'est rappel dans ce sens-là, et Shishin qui est la compréhension de ce qui est en train de se produire. Il y a toujours les deux mouvements. Donc attention vigilante, c'est pas faux, on pourrait le voir comme ça, mais dans le sens où
où on a toujours cette forme de rappel où on se souvient que nous sommes là en train de demeurer ou en train de placer la conscience sur un support. Et en même temps, on a cette vision un peu plus panoramique qui nous permet de nous rendre compte de ce qui est en train de se produire, de qu'est-ce qui est en jeu. Mais encore une fois, pas sous une forme analytique, mais simplement cette qualité de présence qui permet de se rendre compte des choses. Hein. Chenpa et Sheshin. Chenche, Chenche en tibétain. L'attention vigilante. Ce moment où l'on pourrait presque commencer. A-t-on déjà commencé? C'est toujours intéressant, cette espèce de moment de latence où les choses ne sont pas définies.
Une petite pause. J'ai vu qu'il y avait un... Moi, je peux poser une Oui, question. bien sûr Martine, bien sûr. Je Pardon. t'écoute. Mais je m'en mêle un peu les crayons là, parce que ce matin, tu vois, j'avais pas de chauffage dans la maison, j'avais froid. Mhm, Et j'étais vraiment dedans. mhm. J'avais froid pendant la méditation. Il n'y avait pas de distance entre moi et cette pensée. Là, ce soir, c'est différent. J'ai le temps de voir ma pensée, j'ai froid. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de distance, mais au final, c'est la même chose. C'est toujours moi qui ai froid. Je vois pas la différence. Oui. Euh, non, mais au final, bien sûr, au final, c'est toujours toi qui as froid, ça c'est clair. Mais distance ou pas de distance, c'est pas tellement... comment dire? Disons, si on en revient aux instructions, l'idée c'est surtout d'explorer, ou plutôt d'explorer. C'est surtout l'idée d'être très présent au mouvement de l'esprit. Et du point de vue bouddhiste, on va plutôt parler des mouvements de l'esprit ou mouvements de la conscience, etc. Mais on ne va pas faire beaucoup de différence entre ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'on les détermine pas de manière différente. Une pensée est une pensée, une sensation est une sensation. Mais du point de vue bouddhiste, on est toujours dans l'idée de six consciences, qui sont des consciences sensorielles, évidemment, et donc ces consciences sensorielles, elles ont toujours leur objet. Donc que ce soit une conscience mentale qui pense j'ai froid, ou que ce soit le corps comme conscience sensorielle qui expérimente le froid, finalement, du point de vue de l'observation, c'est toujours une conscience avec son objet. Donc c'est toujours un surgissement qui se produit dans l'instant, tout le temps. Donc finalement, euh, on pourrait dire que quelle que soit la manière mentale qu'on a d'interpréter ou pas, de toute façon, cette interprétation sera dans le domaine de la conscience mentale, et quelle que soit la façon dont on a l'impression de percevoir la sensation, avec distance, sans distance, ou ce genre de choses, ben finalement, c'est toujours une expérience de la conscience sensorielle. Le but du jeu est plutôt, on pourrait presque dire, d'observer là où la conscience se pose, là où la conscience s'exprime. Est-ce qu'elle s'exprime dans le champ de la conscience sensorielle, par exemple tactile? Est-ce qu'elle s'exprime dans le champ de la conscience mentale? Et en fait, la qualité de présence à l'égard du mouvement de l'esprit, c'est aussi ce qui va nous permettre d'observer là où elle surgit. Alors, le là où elle surgit, c'est une façon de dire aussi, bien sûr. C'est pas un lieu non plus. Mais c'est déjà l'observation dans un champ de la conscience sensorielle, tactile, champ de la conscience mentale, etc. Et ça, c'est intéressant, parce que cette qualité de présence, elle nous permet d'être beaucoup plus présent à cette instantanéité. Instantanéité qui fait qu'il y a une foule de mouvements qui s'élèvent, qui cessent, qui s'élèvent, qui cessent, etc., tout le temps, de manière constante. Et puis ensuite, on peut alors, petit à petit, quand on a plus de présence à l'égard des mouvements de la conscience, encore une fois, sous l'une ou sous l'autre des formes des cinq consciences sensorielles et de la conscience mentale, alors on peut revenir, ou plutôt revenir, c'est-à-dire, oui, revenir, quoi. Disons, on peut ensuite examiner, mais encore une fois, pas d'une manière analytique, mais y a-t-il un lieu d'où l'expérience surgit, un lieu où elle demeure, un lieu où elle cesse? Mais d'abord, avant ça, c'est d'être présent au mouvement, dans le champ des consciences. Et ça, c'est très utile pour nous, parce qu'en général, le jeu comme imaginaire, parce que du point de vue bouddhiste, le jeu est un imaginaire. Le jeu comme imaginaire, il ramène tout à lui-même, c'est-à-dire c'est toujours lui qui a froid, c'est toujours je à froid. Mais le je à froid
est, du point de vue de l'expérience du jeu, extraordinairement globalisante. C'est-à-dire que jeu à froid, c'est qui? C'est-à-dire que je me rappelle souvent la Matenzong, par exemple, dans des entretiens où quelqu'un disait j'ai peur. Alors bon, là-bas, il écoutait, puis ensuite il essayait de voir si la personne elle était ouverte à questionner quelque chose. C'est-à-dire, qui a peur? Où est cette peur? Etc. Et ce genre de question peut se poser. C'est même pas peu, mais doit se poser à un moment donné. C'est-à-dire, mais évidemment, le jeu ne se la pose pas, on pourrait dire. C'est-à-dire, le jeu répond par défaut d'une manière globalisante tout le temps. Et par exemple, j'entends, j'ai froid, je pense, c'est tout pris dans le même tonneau, quoi. Et certains parleront de la méditation comme un processus de ralentissement. Ralentissement dans le sens d'une observation. C'est-à-dire observation détaillée, donc ralentissement. Pourquoi? Pourquoi ralentissement? Parce que ce mouvement globalisant va extrêmement vite, évidemment. C'est-à-dire que pour ça, il faut comme, on pourrait dire là, on peut faire une image avec le traitement informatique. C'est comme si les data, c'est-à-dire ces éléments d'information perçus par les consciences mentales, sont traités, alors là c'est vraiment une analogie informatique, mais c'est comme s'ils étaient traités à une vitesse telle que ça nous donne une sensation globalisante. Un peu comme... alors, dans le temps, on n'avait pas les pixels. Alors, qu'est-ce que l'on faisait? On parlait des poils de yak. Pourquoi? Parce que de loin, la queue d'un yak, c'est un trait noir. Mais si on se rapproche, c'est pas du tout un trait noir. C'est une infinité de poils. Donc, bien sûr, on n'avait pas l'image des pixels. Mais maintenant, on peut utiliser, bien sûr, l'image des pixels pour dire si on zoome, on perd l'image. Mais donc, en perdant l'image, on perd, on pourrait dire, l'attitude globalisante du jeu. Donc si on zoome sur j'ai froid, que ce soit avec distance ou pas, si on zoome, où est celui qui, ou celle qui, se dit j'ai froid? Où est la sensation? À qui appartient-elle? Est-ce la même chose l'une l'autre ou pas, ou genre de choses, par exemple? Euh, voilà. Vous me laissez 30 secondes, j'entends sonner à la porte désespérément. Il doit y avoir quelqu'un qui a oublié sa clé. Et j'arrive. Et on continue. J'ai pas le cœur de laisser la personne une demi-heure dehors. Voilà, Martine, en espérant que ça réponde à ta question un peu. J'avais une autre question. Oui, ça, c'est moins le bazar. Ok, Merci. parfait. Quelqu'un d'autre? J'ai entendu quelqu'un qui parlait. Ouais, c'est moi, je disais, j'avais une autre question Oui, Dominique. sur l'observation des mouvements de l'esprit. Et souvent, je me rends compte que je suis aussi à observer les mouvements du corps. Parce que le corps, des fois, d'un coup, je me rends compte que que je me suis levée, que je me rends compte que j'ai bougé, que... euh, et est-ce que c'est du même... ça ressort enfin, c'est du même ressort, c'est autre chose, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ben, je sais pas, après c'est à chacun d'observer justement ce qui se passe, ça c'est certain. Mais par contre, euh, c'est toujours une pensée, c'est-à-dire le corps a bougé. De- C'est un peu comme si on devait se poser la question, mais de quoi parle-t-on vraiment, en fait? Un peu comme si l'observation nous amène justement à nous poser la question, quoi, pas, est-ce que c'est se poser... Disons, il y a quand même l'idée qu'à travers la pratique méditative, on va pouvoir scruter. Mais encore une fois, la difficulté peut-être pour nous, c'est qu'on ne scrute pas forcément mentalement. On n'est pas en train de faire une analyse. On peut très bien, par exemple, sur la base d'une question comme ça, faire une forme d'analyse et se demander est-ce que c'est le corps qui bouge ou pas. Mais là, c'est l'idée d'une présence tellement fine, c'est-à-dire tellement proche, en fait,
que finalement, on va pouvoir interroger ça. Mais on l'interroge par l'observation. C'est-à-dire, on va interroger, justement, interroger dans le sens de cette question, ok, qu'est-ce qui est en jeu quand je dis le corps bouge, etc. Est-ce que c'est le corps bouge, le corps se déplace, mais je parle de quoi en fait? C'est-à-dire, je parle de quoi dans le sens, c'est pas du tout pour éviter la question, au contraire, c'est plutôt pour rentrer au cœur même, mais au cœur même de l'observation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, justement? C'est peut-être parce que, à la fois, quand j'entends la question telle que tu la poses, ça peut être juste une pensée, comme ça peut être une sensation, ça peut être. Et c'est ça qui peut être intéressant d'être vu. Je veux dire, si par exemple j'ai mal aux pieds, bon, alors voilà, c'est indéniable, j'ai mal aux pieds, c'est une expérience, on va dire, assez massive. Donc voilà. Mais n'empêche que, du point de vue de l'expérience de l'esprit, c'est pas si globalisant. C'est pas juste j'ai mal aux pieds. C'est-à-dire que si on observe bien les choses, en fait, encore une fois, c'est-à-dire plus je l'observe, plus j'observe les phénomènes, quelque chose m'échappe. Mais c'est paradoxal, parce qu'en même temps, plus je me rapproche, plus je les vois, moins je le saisis. Mais en même temps, plus je m'en rapproche, mieux je le comprends. Le fait de perdre son objet par un zoom terrible, par exemple, quand on rapproche, voilà, évidemment, je perds l'objet, mais ça ne veut pas dire que mon expérience de voir diminue. L'expérience de voir, elle est tout le temps là, mais elle est autre. Je sais pas peut-être très bien répondre à cette question, mais c'est simplement l'idée d'inviter plutôt il n'y a pas tellement, c'est pas à moi de donner une réponse, je crois pas, ni d'ailleurs à personne. C'est certainement à nous d'observer vraiment. Quand je dis ça, je dis quoi en fait? Oui, parce que quand on dit que le corps bouge, le corps, il ne peut pas bouger tout seul. Non, Donc il y a forcément quelque part une pensée, une intention qu'on n'avait pas vue. forcément. Et puis quand on dit le corps bouge, est-ce qu'on parle d'une pensée? Le corps bouge. Honnêtement, et encore une fois, c'est pas pour couper les cheveux en quatre, si on revient à l'attention vraiment, on parle vraiment, il s'agit de quoi? Parce que, et puis en plus, le corps bouge. Souvent, j'ai entendu la Zhang traiter d'une manière, mais volontairement un peu lapidaire, mais traiter tout ce qui était rapporté comme étant une pensée, tout le temps. C'est-à-dire que le corps bouge, c'est une pensée, le corps bouge pas, c'est une pensée. Euh, voilà. C'est-à-dire, en fait, on pourrait presque dire du point de vue bouddhiste qu'il n'y a pas d'événement qui ne soit pas compris dans un des événements des phénomènes mentaux. Tout est phénomène mental. Il ne peut pas y avoir quelque chose, mais phénomène mental, c'est peut-être pas faux de le dire comme ça, mais phénomène de la conscience. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui se... Parce que sinon, ça poserait une question énorme. Ça voudrait dire, est-il possible de faire une expérience qui soit hors du champ des consciences? Évidemment pas. Donc, l'expérience est toujours une expérience de la conscience. Annie qui pose la question, quelquefois nous fonctionnons en pilote automatique. Oui, la plupart du temps d'ailleurs. Si pilote automatique signifie automatisme dans le sens de ne pas avoir beaucoup conscience de ce qui se produit, oui, c'est la plupart du temps. La plupart du temps. Mais en même temps, attention, il y a des tas de fois où quand, par exemple, on conduit, on a suffisamment de réflexes pour, au sens propre et figuré, conduire en pilote automatique. C'est pas mal aussi, c'est une capacité. Mais là, dans un rapport méditatif, dans un exercice méditatif, on va essayer de soutenir la présence. Parce que soutenir la présence, c'est beaucoup de vigilance, du coup. Puis en fait, on va se rendre compte que pour soutenir la présence, on est obligé d'utiliser la vigilance.
On pourrait dire que c'est presque un truc pour développer de la vigilance. On peut difficilement, dès lors qu'on exerce sa présence, on va se rendre compte qu'on ne peut pas... Ça va être compliqué d'exercer de la présence sans vigilance. C'est pas possible. Souvent, par exemple, dans les instructions, on va dire, s'il y a présence, il n'y a pas de distraction. Et s'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de pensée. Donc, en fait, c'est intéressant. J'ai même souvent entendu Lama Tsunzong dire être comme dans un état d'attente du phénomène mental. Mais évidemment, et pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se produit. Mais c'est un peu des images, c'est un peu des trucs pour essayer de voir, mais pour essayer de comprendre que quand on a une présence, non. Ah, alors la question sur le chat, tout est esprit, est-ce que tout est esprit, Yves? Alors si on est dans une approche Yogacara, tout est esprit. Maintenant, après, il faut s'entendre sur ce que veut dire tout est esprit. Hein. Mais pour nous, dans notre expérience, sans faire de la philosophie Madhyamika ou Yogacara de manière assez simple et du point de vue de l'expérience, tout est esprit dans le sens de tout est conscience. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, dans la session, à un moment donné, je l'ai posé comme une forme d'énigme en disant la conscience saisit toujours l'objet qu'elle aura construit. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que c'est vrai. Ce qui semble très bizarre au départ. Parce que, par exemple, quand on affronte, on a l'impression que c'est indéniable. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train d'essayer de le dénier. Mais en fait, d'une certaine manière, tout est esprit de ce point de vue-là. Alors après, c'est une immense discussion, on n'a pas le temps de la tenir ici. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est toujours de se rappeler que du point de vue de la psychologie bouddhiste de base, qui sous-tend tout l'exercice méditatif, évidemment, la conscience a toujours, un des aspects de la conscience a toujours des objets, tout le temps. Et que l'on parle, et on parle de 6 consciences, sans même mentionner les 7e et 8e, qui sont évidemment très importantes. Mais en parlant simplement des 5 consciences sensorielles et de la conscience mentale, de ce point de vue-là, tout est conscience. Tout. C'est pour ça qu'on parle de Namshe Tso-juk, clairement. Tso-juk, ça veut dire l'ensemble des 6. L'ensemble des 6 consciences ordinaires. Donc, de ce point de vue-là, tout est esprit. De ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant, justement, parce que ça nous permet, si tout est esprit, ça veut dire tout est expérience. Si, admettons, quelque chose n'était pas du domaine de la conscience, alors c'est du domaine de quoi? Avec après, question subsidiaire, évidemment, y a-t-il une possibilité de l'expérience du monde hors de la conscience? Donc s'il n'y a pas de conscience qui le perçoit, y a-t-il un monde? Bon, ça c'est des questions, des vastes questions, mais finalement, la réponse, bon après on peut en avoir une ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est comme invitation, elles sont intéressantes pour nous dans la pratique, elles sont intéressantes comme des invitations, c'est-à-dire finalement, mais des invitations dans le sens, je suis en train de méditer, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience-là? Toujours. Est-ce que je peux expérimenter? Parce qu'en fait, vu que c'est une expérience instantanée, toujours, et vu qu'il n'y a pas de répétition de cette expérience, le fait de m'en rendre compte bouleverse beaucoup de choses dans ma représentation du monde. En tout cas, ça vient m'interroger. On va continuer à méditer. Vous êtes d'accord? Ok. Bon, en même temps, c'est moi qui tiens le bâton. Donc. Bon. Non, mais évidemment, c'est juste pour dire que, voilà, en fait, c'est très important ces échanges. Ça nous permet de clarifier. Après, c'est trouver la bonne dose. Parce que là, nous faut aussi continuer l'exercice. Mais merci de ces échanges. Je pense que ça nous aide tous. Moi y compris, évidemment. Je suis pas hors du jeu. Hein.
Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette session. On va conclure par une dédicace, bien sûr, comme toujours, pour dédier cette vertu qui se développe petit à petit. Alors, ça nous permet aussi de nous dessaisir, bien sûr, parce qu'on a toujours la tentative, ou la tentation plutôt, de se dire, ah, la méditation a été bonne, ou la méditation n'a pas été bonne. Rappelons-nous que c'est comme la marche, c'est-à-dire on marche, c'est tout. Et puis, voilà, le chemin se fait comme ça. Il n'y a pas à ce qu'elle soit bonne ou pas bonne. Et il y a à revenir à l'exercice toujours. Et c'est cela aussi qu'on dédie. C'est-à-dire on dédie cette qualité qui découle de l'exercice. Et quand on dit la qualité, ça ne veut pas dire une méditation de qualité. La qualité, c'est de revenir inlassablement à la pratique. C'est ça la qualité. C'est pas forcément la production d'une bonne méditation. Ça, c'est un piège. Donc voilà. Alors dédions justement cette qualité qui consiste à revenir sans cesse, comme nous le faisons tous ensemble, à la pratique. Sunam diye tam che zegpa ne tom ne nye pe janam pam jene ke ga na che balab tu pai si pe tsole tu wa tu warai sho. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette pratique. Voilà. Et puis on se retrouve bientôt, mercredi, pour la deuxième session de réflexion et intégration, qui fait suite donc à l'enseignement de la charia qui l'a donné le 26 novembre. Et puis ce fera le dernier mercredi. Après, je pars en Inde avec Agathe pour les cas du Mandam. Et donc, voilà. Mais par contre, il y aura encore la pratique lundi 18. Donc, n'oublions pas. Voilà, mais peut-être je dis une bêtise, il y a peut-être encore un mercredi. Bref, on regardera notre calendrier. D'un coup, j'ai un trouble un trouble calendaire. Voilà. Ok, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à Merci bientôt. Et beaucoup. merci encore. Merci à vous. Bye bye. Bye Au bye revoir. à tout le Bonne monde. soirée. Bonne soirée, bonne soirée.